99,99 €, c'est le prix d'une commode Malm chez Ikea. Ikea, c'est à la fois des prix ridiculement bas que personne n'arrive à suivre et en même temps l'un des plus gros empires financiers du monde. Des centaines de magasins, des milliers de meubles aux noms imprononçables et des milliards de bénéfices. Alors, sur vos 100 € dépensés, combien gagne vraiment Ikea ? J'ai passé plusieurs semaines à éplucher leurs comptes, à remonter des holdings internationales, à analyser 3 niveaux de structure partout en Europe et ce que j'ai découvert va vous surprendre. Derrière Ikea France se cachent des sociétés étrangères, des redevances internationales et des activités parallèles dont personne ne parle jamais. Alors, est-ce que Ikea a besoin de faire de l'optimisation fiscale ou plutôt de la manipulation de chiffres pour vous proposer ces prix bas ? Entrez avec moi dans ce labyrinthe financier suédois encore plus complexe que leur magasin. Suivez le plan, on se retrouve à la sortie. Le début de notre parcours nous emmène chez Meubles Ikea France SAS, la société qui vous vend directement des mobiliers. Cette structure, vous la connaissez, vous y êtes déjà allé, elle gère 100% des magasins Ikea en France. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires TTC. Autrement dit, chaque famille française dépense en moyenne 150 € par an chez Ikea. Et pour vous expliquer où va cet argent, je vais prendre un exemple concret, une commode Malm à 100 € TTC. Prenez votre ticket de caisse, on va maintenant décortiquer le prix ligne par ligne. Première dépense, évidemment, la TVA. Dès que vous achetez un meuble, 20% du prix hors taxe revient directement aux impôts, c'est-à-dire ici 17 €. Ikea ne touche jamais cet argent, il transite simplement par ses comptes et file tout droit dans les caisses de l'État. Reste alors 83 € hors taxe et ce sont ces montants sans TVA qui apparaissent dans les comptes des entreprises. Vient ensuite les marchandises. Ikea France ne fabrique aucun meuble, ils achètent les stocks à une autre société dont je vous parlerai un peu plus tard. Et en moyenne, pour notre commode, cette charge représente 45 € hors taxe. 45 € sur 100 € dépensés, oui, les meubles que vous achetez représentent moins de la moitié du prix. Il y a plusieurs raisons, dont les charges de structure. Dans un magasin gigantesque de 30 000 m² que vous traversez pendant 2 heures, il y a beaucoup de dépenses. Le loyer du bâtiment et des parkings immenses, l'électricité pour éclairer tout ça, le chauffage en hiver et la climatisation en été, la location et l'entretien de tout le matériel, les charges marketing comme les affiches dans les rayons et les publicités nationales, les systèmes informatiques, les caisses automatiques, la connexion internet, les serveurs, bref, tout ce qui permet qu'un magasin Ikea fonctionne 6 jours sur 7 comme une machine bien huilée, ça coûte 18 € par commode vendue. Mais pour faire tourner tout ça, il faut aussi des hommes et des femmes. Vient donc ensuite les ressources humaines. Ikea France emploie des vendeurs, des caissiers, des logisticiens, des managers, des comptables, des RH, des équipes marketing et tout ça, ça représente 10 350 salariés en France qu'il faut bien entendu payer. Au total, Ikea dépense 470 millions de salaires et charges sociales, soit en moyenne 45 000 € par employé sur une année ou 12 € pour notre commode. Petite parenthèse rapide parce que ça revient souvent, très souvent, voire trop souvent dans les commentaires. Oui, je parle de charges sociales et pas de cotisation sociale et il y a une raison. Une cotisation, c'est selon le petit Larousse, une somme versée en vue de contribuer à une dépense commune. Grosso modo, je verse dans un pot commun pour moi et pour les autres. Sauf qu'une entreprise, lorsqu'elle paye l'URSSAF, la retraite, la prévoyance, elle n'obtient aucun droit en retour. C'est le salarié qui en bénéficie. C'est pour ça qu'on parle de cotisation pour un salarié et de charge pour une entreprise. Et si vous regardez les comptes de résultats d'Ikea, il est écrit noir sur blanc, charge sociale. C'est pas moi qui le dis, c'est le plan comptable général. Bref, si vous n'êtes pas d'accord, excitez-vous dans les commentaires, moi j'en reviens à ma commode. Donc Ikea dépense 12 € de salaire et charges sociales et vient ensuite les impôts. Alors oui, je vous ai déjà parlé de la TVA tout à l'heure, mais une entreprise paye aussi la taxe foncière sur les bâtiments, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe d'apprentissage, la formation professionnelle continue, l'impôt sur les sociétés et encore d'autres taxes qui cumulées représentent 2 € supplémentaires pour notre commode. Il reste à ce moment-là 7 €, ce qui va permettre de financer les investissements qu'on appelle comptablement les amortissements. Quand Ikea loue un bâtiment, il est nu, donc la société doit investir dans l'agencement du magasin, dans le matériel informatique, peut-être dans les caisses automatiques si elles ne sont pas louées, dans les chariots ou encore dans les rayonnages des réserves. Et tous ces investissements ne passent pas en charge immédiatement. Comme la durée de vie du bien est de plusieurs années, on étale le coût sur plusieurs années. Et cet étalement, c'est ça qu'on appelle
appelle les amortissements. Au total, les investissements représentent 420 millions d'euros pour Ikea, l'amortissement 29 millions, c'est-à-dire à peu près 1 euro par commode. Et il me reste alors une dernière dépense, les redevances. Si vous ne le savez pas, chaque magasin Ikea dans le monde entier verse 3% de son chiffre d'affaires hors taxe à une structure internationale qui s'appelle Inter Ikea Holding BV et qui est située aux Pays-Bas. Ouais, je sais, je viens de casser un mythe, la marque Ikea n'appartient plus à une société suédoise depuis plusieurs années. On y reviendra tout à l'heure, mais pour notre commode, ces 3% de 83 € hors taxe, ça représente environ 2 € qui partent vers une entité Ikea à l'étranger. Et pour notre structure française, il reste alors 3 €. Et ces 3 €, c'est le bénéfice de Meubles Ikea France sur la vente d'une commode Malm vendue 100 €. 3 €, c'était pas grand chose, mais multiplié par le nombre de meubles vendus, ça représente tout de même la coquette somme de 140 millions d'euros de résultats. Sauf que vous commencez à le sentir, hein, ce chiffre il est trompeur. Parce que ces 3 €, ils sont artificiellement diminués par des activités mystérieuses qu'Ikea amène en dehors de la vente de meubles, à la fois en France et à l'étranger. Oui, aussi en France, car contrairement à ce que vous pourriez imaginer, Ikea France ce n'est pas une seule entreprise, c'est une archipel, un ensemble de sociétés qui se facturent entre elles des prestations. Mais avant d'en parler, je voudrais revenir un instant sur les restaurants Ikea, parce que leur chiffre d'affaires, eux, ils sont bien intégrés dans les 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors taxe réalisés par Meubles Ikea France SAS. Ces cafétérias, ce sont des plats simples, familiaux, pas forcément gastronomiques, mais qui ont une vraie fonction. Créer un moment de pause, un instant de réconfort au milieu d'un temple de la consommation. Et dans notre quotidien, le repas du soir joue exactement le même rôle. Créer une pause, un moment pour souffler, pour oublier la journée. Sauf qu'entre le travail et les enfants, on n'a pas toujours le courage de planifier les repas de la semaine et de faire la liste des courses. Et on finit souvent par commander un plat en livraison. Et pour changer ses habitudes, j'ai voulu tester HelloFresh, la box qui aide à mieux manger sans y passer la soirée. Pour vous expliquer, chaque semaine, l'application me propose une sélection de repas que je peux ajuster parmi une vingtaine de recettes différentes. C'est varié, équilibré et surtout adapté à tous les goûts de la famille. Ensuite, HelloFresh me livre chaque mardi directement à la maison avec des bonnes quantités pour éviter le gaspillage, des produits frais et des fiches recettes. Et ça c'est nécessaire car je suis pas cuisinier. Par exemple, cette semaine, avec la baisse des températures, j'ai testé un velouté de butternut, noix et tartines de bleu. C'est typiquement le genre de plat simple et délicieux que je n'aurais jamais pensé faire moi-même. Et pourtant, difficile de faire plus de saison. Et justement, en parlant de bleu et de saison, en utilisant le code Bienvenue Cheese lors de votre inscription, avec l'arrivée de l'hiver, HelloFresh vous offre pendant 2 mois un fromage à découvrir chaque semaine. Et cette semaine, pour moi, c'était un camembert qui a terminé rôti au four, un vrai délice. HelloFresh, ce sont des repas à moins de 3 € par personne et surtout une offre 100% flexible, sans engagement, que vous pouvez suspendre ou arrêter quand vous le voulez. Vous retrouverez tous les détails en description et si Ikea a bâti son succès sur l'idée du meuble accessible, quelque part, HelloFresh applique la même logique au repas. Et justement, en parlant d'Ikea, on va maintenant regarder de plus près les autres sociétés françaises du groupe, ce qu'elles font et surtout combien elles rapportent. Maintenant, sortons du magasin et prenons un peu de hauteur. Derrière Ikea France, il y a une véritable constellation de sociétés qui travaillent ensemble. Pour commencer, Meubles Ikea France vend les produits. Ça, vous le savez déjà. Mais derrière, il y a aussi Distribution Service Ikea France, une autre société qui gère toute la logistique. Les entrepôts géants de stockage, les camions, les flux de marchandises entre fournisseurs et magasins, les stocks externalisés. Mais pourquoi créer une société à part juste pour ça? Simplement parce que la logistique d'Ikea, comme dans les grands groupes de distribution, c'est un vrai métier à part entière. Des millions de produits qui bougent chaque jour, des centaines de références, des prévisions de stock, des optimisations de transport. Séparer cette activité permet de la gérer de manière spécialisée, d'en analyser les dépenses, les défauts et donc d'en optimiser les coûts. Et cette société, en 2024, elle a facturé à Meubles Ikea France près de 149 millions d'euros pour un résultat de 4 millions d'euros après impôt. C'est une première autre structure, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, Ikea Développement qui possède et gère une partie des bâtiments Ikea en France, à côté d'une quinzaine de sociétés civiles immobilières qui possèdent aussi un ou plusieurs terrains, magasins ou entrepôts. Toutes ces différentes sociétés louent des bâtiments à la fois à Meubles Ikea France, mais aussi à Distribution Service Ikea France. Et si vous vous demandez pourquoi cette fragmentation immobilière, la réponse est simple.
Tous les professionnels font la même chose. Quand vous achetez un terrain et construisez dessus un bâtiment de 30 000 m², vous empruntez des dizaines de millions d'euros. Créer une structure dédiée par site permet à la fois d'isoler la dette, de gérer et sécuriser chaque investissement immobilier comme un projet séparé et enfin de faciliter la cession en fonction des situations futures. Et toutes les sociétés que je viens de vous lister ont un point commun. Elles appartiennent à une même entité qu'on appelle une holding et qui se nomme ici IKEA Holding France. Cette holding, c'est la maison mère française. Elle n'a pas d'activité, ne réalise aucun chiffre d'affaires et elle n'a pour seul objet que de détenir toutes les sociétés françaises. Et si vous vous demandez à qui appartient IKEA Holding France, la réponse est simple, à une autre holding hollandaise. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur la France, sur cet écosystème français que vous venez de découvrir pour répondre à une question. Toutes ces autres activités, combien ça rapporte à IKEA? Pour répondre, il ne faut pas se baser sur le chiffre d'affaires de chaque société, mais sur le bénéfice, car chaque structure a bien évidemment des coûts. Ils ont eux-mêmes des salariés, des investissements, des frais de structure, et en accumulant les 22 résultats, on arrive à 54 millions d'euros de bénéfices cumulés pour toutes les filiales françaises hors Meubles IKEA France. C'est environ un tiers du résultat de Meubles IKEA France qui, elle, fait seul 140 millions d'euros de bénéfices, et si on additionne les deux, on arrive à 194 millions d'euros de résultats pour l'ensemble de l'écosystème français d'IKEA. Ramené à notre commode Malm à 99,99 € TTC, le résultat net passe de 3 à 4 €. 1 € de gagné, simplement en élargissant le spectre d'analyse. Comme vous l'avez vu, ces autres sociétés, ce n'est pas réellement de l'optimisation fiscale, mais plutôt de l'optimisation d'organisation. Sauf que dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a toujours ces 2 € de redevances qui partent aux Pays-Bas et surtout les 45 € de marchandises. Parce que si Meubles IKEA France achetait ces cartons au hasard à une autre société IKEA basée à l'étranger et que, bien entendu, cette même société étrangère faisait elle aussi de la marge sur la vente, alors vous n'avez toujours pas la vraie réponse. Combien gagne vraiment IKEA quand on prend en compte tout le système international? Pour ça, il faut remonter encore plus haut, quitter l'écosystème français et aller voir qui contrôle IKEA dans le monde entier. Et là, les chiffres changent complètement, car ce que je vais vous montrer maintenant, c'est à quel point la France n'est qu'une pièce dans le puzzle mondial IKEA. Donc pour comprendre combien IKEA gagne vraiment, il faut remonter tout en haut, au sommet, au niveau mondial. Et là, surprise, IKEA ce n'est pas une seule multinationale, les propriétaires ont créé deux géants distincts, deux mastodontes qui se partagent le business. Ingka Holding BV et Inter IKEA Holding BV. Ingka Holding, c'est l'entreprise qui exploite les magasins IKEA partout dans le monde. Tous les entrepôts bleus que vous visitez en France, en Allemagne, aux États-Unis ou en Chine, ça dépend de Ingka Holding. Par exemple, pour la France en simplifiant, Meubles IKEA France appartient à IKEA Holding France, qui est elle-même une filiale d'Ingka Holding, la fameuse holding néerlandaise dont je vous parlais tout à l'heure. En fusionnant les activités de toutes les sociétés appartenant à Ingka Holding, techniquement on parle de consolidation, on arrive à un chiffre d'affaires global de 41,9 milliards d'euros réalisés dans le monde entier. Pour quel bénéfice? 800 millions d'euros en 2024 et 1,5 milliard en 2023. Faites le calcul, le groupe dégage en moyenne un résultat net compris entre 2 et 3% du chiffre d'affaires hors taxe, alors qu'en France on était autour des 5%. Moralité, il semble que la France soit plus rentable que la moyenne mondiale des magasins IKEA. Certains pays tirent le résultat vers le bas, d'autres comme la France vers le haut, mais globalement Ingka Group ne s'enrichit pas de manière scandaleuse. Mais n'oubliez pas la deuxième moitié du système, Inter IKEA Holding, l'autre pilier du groupe, celui dont personne ne parle jamais. Inter IKEA Holding détient via ses propres filiales la marque IKEA, donc le nom, le logo, le concept, tout ce qui fait l'identité d'IKEA, mais ce n'est pas tout. C'est aussi cette société qui conçoit tous les produits IKEA. Les designers qui inventent les meubles au nom suédois imprononçable, c'est elle. Et plus surprenant encore, la fabrication des meubles, c'est aussi Inter IKEA Holding. Soit via ses propres usines, soit via des sous-traitants dans le monde entier. C'est donc une filiale d'Inter IKEA Holding qui vend les cartons de meubles aux différentes sociétés appartenant à Ingka Holding. Enfin, via une dernière filiale, Inter IKEA Holding perçoit la fameuse redevance de 3%, les 2 € par commode
commode dont je vous ai mentionné l'existence tout à l'heure. Côté chiffres, l'ensemble des sociétés d'Inter IKEA Holding réalise en 2024 un chiffre d'affaires de 26,5 milliards d'euros pour 2,2 milliards d'euros de bénéfices. Bénéfices qui étaient en 2023 de 1,6 milliard d'euros. On a donc un résultat net qui représente 6 à 8% du chiffre d'affaires, soit une rentabilité bien supérieure à celle des magasins eux-mêmes. Et là, je pense qu'on tient quelque chose. Récapitulons. Quand vous achetez votre commode Malm à 100 € chez IKEA France, voici ce qui se passe. Inca Holding, via IKEA Holding France, vous vend le meuble et sur cette vente, Inca gagne environ 4% de bénéfices, soit 4 € en intégrant toutes les sociétés françaises. Mais avant ça, Meubles IKEA France a acheté ce meuble à Inter IKEA Holding qui a pris au passage environ 3 points de marge supplémentaire, disons 3 € de plus. Et en plus de ça, Meubles IKEA France verse aussi 3% de son chiffre d'affaires sous forme de redevance, les fameux 2 € par commode. Mondialement, en ajoutant toutes les structures, IKEA réalise 9 € de bénéfices par commode Malm vendus 100 €. Voilà le vrai chiffre. Pas 3 €, pas 4 € mais 9 €. IKEA dans son ensemble mondial génère donc environ 9 à 10% de bénéfices nets sur ses ventes. Alors maintenant la question qui tue, ces structures Inca et Inter IKEA, est-ce que c'est de l'optimisation fiscale ou pas? Un peu quand même, et c'est surtout lié à la situation géographique des deux holdings mondiales. Pour vous expliquer simplement, dans chaque pays, une société ne paie pas le même impôt sur les dividendes qu'elle perçoit de ses filiales et sur le bénéfice qu'elle réalise sur ses propres activités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu réalises une activité dans un pays, tu es obligé de payer l'impôt généré par cette activité dans ce pays, et ce point-là est très contrôlé par l'administration. Preuve en est, Meubles IKEA France a par exemple 3 contrôles fiscaux en cours. Donc sur le design, la fabrication et la vente de meubles, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais pour les dividendes, c'est totalement différent. Et aux Pays-Bas, il existe un régime fiscal très favorable pour les groupes internationaux qui tend à avoir une imposition proche de 0% sur les dividendes perçus. Et comme chaque magasin, chaque activité du groupe distribue son bénéfice chaque année à Inter IKEA Holding et Inca Holding, les deux groupes perdent un peu moins d'argent sur le bénéfice distribué en étant situés aux Pays-Bas plutôt qu'en Suède par exemple. Donc oui, IKEA optimise comme toute multinationale, mais l'essentiel des 9 € de bénéfices correspond à de vraies activités économiques rémunérées au juste prix dans chaque pays. Voilà, vous avez enfin votre réponse, vous savez combien gagne IKEA vraiment. Sauf que moi, j'ai encore une interrogation, une très grosse question. Comment IKEA arrive-t-il à maintenir ses prix bas année après année si ce n'est pas via de l'optimisation fiscale? Comment IKEA fait pour ne pas augmenter ses prix alors que leurs coûts en théorie explosent par ailleurs? IKEA a une obsession, l'obsession maladive du prix bas. C'est l'ADN de la marque depuis sa création et pour tenir cette promesse, IKEA optimise partout, tout le temps, de manière extrême. Première stratégie, la composition des meubles. Prenez un meuble IKEA acheté il y a 10 ou 20 ans et comparez-le avec le même modèle aujourd'hui. Vous allez voir de sacrées différences. De moins en moins de bois, de plus en plus de panneaux de particules, de composites, de matériaux légers, voire de vide. Les meubles se ressemblent, ils ont la même fonction, mais la composition évolue. Simplement parce que le bois massif coûte cher. Et en réduisant la quantité de bois noble, IKEA réduit mécaniquement ses coûts. Chaque petit changement multiplié par des millions d'unités vendues, ça fait des économies colossales. Et ça a même un deuxième avantage, un meuble plus léger coûte moins cher à transporter. C'est la seconde stratégie d'IKEA, l'optimisation du transport. Les meubles IKEA sont conçus pour être vendus plats, le plus plat possible. Le plus compact pour mettre un maximum de quantité dans un camion ou un conteneur. Les designers IKEA ne pensent pas qu'au produit final. Ils pensent à l'emballage, ils optimisent les dimensions, le plan de montage pour maximiser les quantités transportées. Et plus de meubles transportés, c'est moins de coûts par produit. Autre stratégie, le transfert du travail au client. Chez IKEA, c'est vous qui montez les meubles. Cette idée, elle date pas d'hier, elle vient des années 50 et elle a révolutionné toute l'industrie du meuble. En faisant monter les meubles par les clients, IKEA économise des milliards d'euros en main-d'œuvre. Le montage devient une charge en temps pour le consommateur et plus en devise pour l'entreprise. Et personnellement, après plus de 20 ans à acheter mes meubles chez IKEA, je suis devenu un expert du montage. Et si vous vous posez la question, oui,
les meubles derrière moi, c'est aussi du Ikea. Alors, Squeezie, si un jour tu fais un Ikea Explorer, je postule direct. Bref, dernière stratégie pour réduire les coûts, acheter le bois le moins cher possible. Malgré tous ces efforts, le bois reste le composant numéro 1 dans un meuble Ikea. Réduire le coût du bois, c'est réduire directement le prix de vente, ou en tout cas éviter qu'il augmente. Alors Ikea négocie dur partout dans le monde avec des fournisseurs en Suède évidemment, mais aussi en Roumanie, en Pologne ou en Chine. Et quand vous êtes l'un des plus gros acheteurs de bois dans le monde, vous avez une énorme force de négociation. Sauf que pressuriser ses fournisseurs peut amener à des dérives. En 2020, Arte diffuse un documentaire Ikea, le seigneur des forêts. Et ce documentaire révèle quelque chose de gênant. Une procédure européenne est en cours contre la Roumanie pour mauvaise protection de ses forêts. Un dossier dans lequel Ikea est cité via ses fournisseurs sans être lui-même visé directement, mais le mal est fait. Le reportage suit la trace du bois depuis les forêts jusqu'au magasin et il découvre des pratiques, problématiques. En Roumanie, par exemple, des arbres de taille interdite sont abattus. On a aussi des coupes non conformes avec des bois potentiellement issus de réserves naturelles protégées et même, selon certaines sources, des morts. Ikea répond qu'ils ne sont pas directement responsables, que ce sont des sous-traitants et que la chaîne d'approvisionnement est complexe à contrôler. C'est sûrement vrai, mais c'est aussi le cœur du problème. Ikea affirme vouloir contrôler sa chaîne d'approvisionnement, garantir la durabilité, protéger les forêts. Mais dans les faits, l'un des plus gros propriétaires forestiers du monde est accusé de la détruire. C'est un paradoxe, mais c'est surtout un problème systémique. Ikea n'est pas dirigé par des méchants, par des gens qui veulent détruire la planète, mais pour vendre une commode à 100 € avec seulement 9 € de marge au global, il faut compresser les coûts partout, tout le temps. La pression sur les prix se répercute sur toute la chaîne. Ikea presse ses fournisseurs, les fournisseurs pressent leurs sous-traitants, les sous-traitants pressent les exploitants forestiers. À chaque niveau, il y a une pression économique, une course au prix le plus bas possible. Alors, qui est responsable? Ikea, les fournisseurs, les sous-traitants, les exploitants, peut-être même nous? Vouloir des meubles ou des vêtements pas chers, c'est accepter implicitement que quelqu'un, quelque part dans la chaîne, va rogner sur les règles, sur la qualité, sur sa morale pour tenir les prix coûte que coûte. Et ce n'est pas que chez Ikea, toute l'économie du low cost est responsable. Mais Ikea, par sa taille, par sa puissance d'achat, amplifie le phénomène. Ikea n'est sûrement pas un monstre, mais son modèle économique crée des monstres. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets juste là un lien vers le reportage d'Arte, Ikea, le seigneur des forêts. Franchement, ça vaut le coup de le regarder. Et si vous voulez savoir comment d'autres multinationales gèrent leurs marges, leurs prix, leurs stratégies, je vous mets aussi ici le lien vers ma vidéo sur McDonald's et Burger King. Deux visions différentes du burger, mais qui sera le gagnant. Et en parlant de nourriture, encore merci à HelloFresh de m'avoir permis de vous proposer cette vidéo. À bientôt!